Sébastien Pietrasanta, j'ai envie de vous demander tout simplement pour commencer, et on ne va pas évidemment parler que de terrorisme, mais là l'actualité elle est quand même au cœur de notre quotidien et il faut bien l'évoquer. On a ce sentiment d'une certaine forme d'impuissance du côté des pouvoirs publics, du côté des citoyens face à cette menace terroriste, face à ces loups solitaires, comme on les dit, comme on le dit parfois, notamment en parlant des attaques comme celles qu'on a connues la semaine dernière. Quelle est la menace réelle qui pèse sur le citoyen, sur nous tous aujourd'hui? Malheureusement, ce qui s'est passé à Trèbes rappelle à l'opinion publique, mais pas forcément à l'exécutif et au service de l'État, que la menace terroriste, elle est réelle. Et puisque le débat, c'est de savoir ce qu'en sera la sécurité dans 10 ans, elle vivra encore, et encore pour longtemps, avec la menace terroriste. La menace, elle est réelle, elle est protéiforme, elle est sans commune mesure en matière de nombre de cibles, de menaces. Juste quelques chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on avait jusqu'à présent une trentaine, quarantaine de Français qui participaient au djihad en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, sur une période de près de 15 ans, en Tchétchénie, plus récemment au Mali. Aujourd'hui, on a 1700 ressortissants français qui sont impliqués dans les filières djihadistes. Alors, on a beaucoup parlé des fameux fichiers ces derniers jours. On a à peu près 11 000 à 12 000 personnes radicalisées qui sont suivies par les services de renseignement. Donc, c'est un défi du nombre, un défi sur la diversité du public. Ça touche les grandes villes, mais comme on l'a vu vendredi, ça rappelle que ça peut toucher par définition n'importe où et n'importe quand. Et donc, on est face à cette menace terroriste et il faut s'adapter. Et il n'y a pas d'impuissance de la part de l'État. Il y a une mobilisation générale de tous les services de l'État qui est importante. Et moi, je voudrais aussi qu'on salue le travail des services de renseignement et puis de toutes les forces de police, de gendarmerie et militaires qui sont à pied d'œuvre depuis plusieurs années maintenant sur ce sujet-là et qui sont mobilisés. Mais on est face à nous, des gens qui sont déterminés à agir, qui sont déterminés à frapper. En même temps qu'il y a des attentats réussis, il y a des attentats qui sont déjoués. Le Premier ministre le rappelait hier, 51 attentats déjoués depuis 2012. C'est évidemment important, mais malheureusement, il reste des individus qui passent entre les mailles du filet. Et il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on sera à nouveau frappé. Et Bernard Cazeneuve, à l'époque, quand il était ministre de l'Intérieur, rappelait régulièrement cette formule, 100% de précaution ne veut pas dire zéro risque. Et malgré la mobilisation importante de l'État, de nos entreprises et aussi de nos concitoyens, et il y a des marges de progression sur les trois plans, on aura encore des attentats. Ça c'est intéressant parce que est-ce que finalement la difficulté aujourd'hui pour les hommes politiques, et vous êtes deux hommes politiques quand même sur ce plateau, vous l'avez été, vous le serez peut-être à nouveau, mais en tout cas on reste soucieux de la chose publique en ce qui vous concerne. Vous dites qu'il n'y a pas de risque zéro, tout le monde le sait, mais est-ce qu'on est dans une société qui accepte ça? On parle beaucoup de résilience de la population de notre pays, à juste titre, lorsqu'on voit la réaction formidable des uns et des autres, l'hommage qui a été rendu, l'hommage important qui a été rendu aujourd'hui. Mais la résilience, non pas qu'elle peut craquer à un moment donné, mais on est face à des cibles et à des massacres qui ont eu lieu. Mais encore une fois, je pense que lorsqu'on aura des attentats dans des écoles, et ça va arriver dans des écoles, la population réagira certainement de manière différente. Moi, je me méfie beaucoup de ce terme de résilience. C'est important, évidemment, de l'avoir et de se mobiliser. Mais il faut être très précautionneux par rapport à cela parce que, encore une fois, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais je pense que le pire est devant nous en matière de terrorisme. Le nœud de la solution pour la sécurité des citoyens, c'est ce mariage public-privé, c'est ce partenariat public-privé pour avoir les moyens justement de répondre à une menace? Oui, on parle beaucoup de continuum en matière de sécurité. C'est évidemment des rôles, des partenariats plus accrus entre le public et le privé. Moi, j'ai été maire d'une grande ville en banlieue parisienne, à Nières pour ne pas la citer, et j'étais forcément confronté en tant que maire, en tant que responsable politique, aux problèmes de sécurité au quotidien. Et j'imagine que les maires aujourd'hui sont davantage confrontés à ces sujets-là parce qu'il y a cette menace terroriste, parce qu'il y a ce besoin de plus en plus accru de la population. Et donc, évidemment, la question de la sécurité privée, c'est l'avenir, d'une certaine manière, où elle se professionnalise davantage, avec, on est d'accord, moins d'acteurs. Il y a quand même, je crois, près de 5000 auto-entrepreneurs en matière de sécurité privée, professionnalisation,
Formation, on l'a dit. J'étais, moi, l'auteur de 2 amendements dans la dernière loi du quinquennat sur la loi de sécurité publique du 27 février 2017 sur la question de l'armement. Moi, je pense qu'il faut effectivement donner plus de prérogatives à la sécurité. Mais c'est pas un tabou. En tout cas, maintenant, c'est davantage possible. Ça doit être évidemment encadré. Tous les agents de sécurité privée ne doivent pas être armés, mais en fonction des missions, ça doit pouvoir être le cas. Mais troisième chose aussi, on a parlé de la question du financement, mais les pouvoirs publics ont une responsabilité en matière de sécurité par rapport aux donneurs d'ordre, par rapport aux appels d'offres. Lorsqu'on demande pour quelques euros de la sécurité privée, ce n'est pas digne. Et donc, du coup, on tire le marché vers le bas et ça pose de véritables difficultés à la fois pour les entreprises privées, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'embauche du personnel et sur la qualité de la prestation. Et donc, effectivement, que ce soit les acteurs publics, mais également les acteurs privés, doivent davantage mettre le prix d'une certaine manière pour avoir une prestation de qualité. Dernière chose, c'est que le métier de la sécurité privée doit évoluer aussi en lien avec les technologies. On parle d'agents de sécurité augmentés. Je pense qu'on doit travailler évidemment avec les applications, avec cette volonté de pouvoir faire en sorte qu'on puisse être dans des éléments prédictifs. À un moment donné, une ronde sur un site sécurisé, on doit pouvoir mesurer avec la data, avec un certain nombre de données, de pouvoir savoir à quel moment c'est préférable de faire la ronde, pour quelles raisons. Et c'est la même chose sur les rondes des policiers et des gendarmes demain en matière de sécurité. On est face à la rareté de la ressource humaine et donc il faut évidemment bien l'employer. Dernière chose, parce que la table ronde c'est quand même citoyen, entreprise. Le rôle des citoyens il est primordial. Il est primordial. Je donnerai un seul exemple. On a beaucoup parlé par rapport aux attentats à la question des gestes qui sauvent. C'était la première chose qu'on demandait aux citoyens, se former aux gestes qui sauvent, avec cette ambition d'ici 2030 que 80% de nos concitoyens soient formés aux gestes qui sauvent. Le rôle des entreprises est évidemment important. Et on l'a vu au moment de la commission d'enquête avec Georges. Et moi aussi, Georges, je suis très content d'être à tes côtés ce soir. Même si on se voit régulièrement, mais publiquement. Évidemment, le rôle des citoyens est primordial, le rôle des entreprises est primordial. Et lors de la commission d'enquête, on avait vu que la question des secours, qui ne devait pas du tout être d'ailleurs abordée dans ce cadre le cadre de la commission d'enquête, et on a vu que c'était devenu un sujet évidemment important, notamment pour les victimes, on a vu que par des gestes très simples, on pouvait sauver des vies. La question du garrot, du pansement compressif qui permettent de sauver des vies en quelques minutes lorsque, évidemment, les secours sont soit débordés, soit ne peuvent pas accéder à la zone. Et donc, le rôle, évidemment, des entreprises et de nos concitoyens est évidemment donc, il faut plus essentiel. de formation vers les citoyens. Mais le continuum, c'est l'État avec les collectivités territoriales, les entreprises au sens large, pas que les entreprises privées, mais les entreprises, mais aussi les citoyens. Je crois que le président Macron l'a rappelé aussi dans son discours de ce matin, en appelant à la vigilance de la population par rapport, évidemment, à cette menace islamiste. On voit d'ailleurs que dans les réflexions du gouvernement actuellement, l'idée est plus globalement d'encourager les fonctionnaires à pouvoir aller dans le privé, puis revenir sans perdre l'évolution de carrière dans le public, et voire même en ayant une promotion du fait de cette expérience dans le privé. Mais est-ce que ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est pas finalement, par rapport à ceux qui nous regardent d'ailleurs ce soir, la conjonction à terme au sein de l'entreprise, au sein du monde industriel et économique, d'une fonction qui est celle de directeur de la sécurité avec celle de directeur SI des services informatiques? Est-ce que c'est pas ça le sens de l'histoire, comme le disait Guillaume Fard? Non, mais forcément, il y a des connexions. Après, je pense qu'il y a encore un travail à faire sur le positionnement en général des directeurs sûreté sécurité qui sont parfois, en fonction des entreprises, assez éloignés du directeur général. Et donc, c'est une difficulté. Moi, j'ai le souvenir, juste pour une petite anecdote là-dessus, où en ayant discuté avec des directeurs sûreté de très grosses boîtes, ils avaient du mal à avoir la remontée des directeurs régionaux sur les questions de radicalisation, de remonter l'information à la direction générale. Donc, on perdait de l'information, on perdait de la fluidité. Et effectivement, la question du positionnement est évidente. Et sur la question
sur la sécurité informatique, c'est évidemment le sujet d'aujourd'hui et de demain. Sur la question de la cybermenace, de la cybersécurité, c'est évidemment les sujets qui sont essentiels. Juste, Sébastien Pietrasanta, parce qu'on s'approche de la fin de cette première table ronde ensemble, ce cyber-risque aujourd'hui, vous diriez, avec l'expérience à la fois de maires, à la fois d'élus, de députés, et je poserai la même question à Georges Fenech évidemment après, qu'on est dans le timing, le politique, le législateur comprend ce qui est en train de se passer? Absolument pas. Oui. Absolument pas. Ça non, n'étonne pas votre mais réponse. moi je me souviens justement avoir, à la fin de mon mandat de député, donc il y aura un peu moins d'1 an maintenant, j'avais justement alerté Guillaume Poupard en disant que lorsqu'on est devenu député, ou revenu député, on était tous les deux avec Georges à la commission des lois, on traitait quand même des sujets qui pouvaient être particulièrement sensibles. On n'avait eu aucune formation en matière d'hygiène numérique. Aucune. Député de la nation. Alors les choses ont un peu évolué parce qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Moi j'avais tiré la sonnette d'alarme auprès de Guillaume Poupard à l'occasion d'une audition. J'avais tiré la sonnette d'alarme après de manière plus personnelle. Mais c'est vrai qu'on est, nous législateurs, anciens législateurs, pas du tout formés. Il n'y a pas du tout, mon point de vue, de sensibilité sur ce sujet-là réellement. En tout cas, on est clairement, excusez-moi de l'expression, à la bourre sur ces sujets-là. Même si, honnêtement, on a des très bons, Poupard en fait, et l'ANSSI, c'est quand même un très bel outil, mais on n'est pas au niveau face à la menace et on est en retard par rapport à cela. Juste parce que je pense que c'est la dernière fois, je crois, que je reprends la parole, mais juste, je voudrais terminer par une chose, par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, la sécurité de demain. On a encore, là je vous l'ai dit, une marge de progression assez large à avoir sur les questions de vidéoprotection, sur la question d'intelligence artificielle, de reconnaissance de caméras intelligentes, etc. Oui. Je crois qu'on aura dépassé ce stade-là, mais il reste, vous parliez de frilosité tout à l'heure, on a encore un peu de frilosité de la part de l'État malgré les événements. Je raconte une dernière anecdote et je m'arrêterai là. C'est que, toujours sur cette même loi, en février 2017, moi je voulais déposer un amendement sur la question de la reconnaissance faciale. Non pas pour être dans le Big Brother, mais que ça pouvait être utile sur certains événements. Et on m'a dit, d'abord je sentais un peu la frilosité, puis on m'a dit de toute façon ça ne sert à rien aujourd'hui au niveau de l'État, même si moi, tout le monde m'a dit que techniquement on était capable, après il faut évidemment ajuster les choses, mais que ça ne servait à rien parce qu'on avait à peu près 7% dans nos fichiers de photos. Et que donc c'était pas très 7%. 7% de. Alors les choses vont peut-être évoluer, mais 7%, mais en même temps il suffit sur un individu d'avoir une photo et ça peut être utile sur les grands événements. Mais voilà encore les marges de progression à avoir en matière de sécurité. Et j'imagine, en tout cas pour le coup, sur cette question-là, je reste optimiste. Dans 10 ans, on y sera. Oui, merci à vous trois. Je vous demande de les applaudir. Georges Fenech, Sébastien Pietrasanta et Guillaume Fard.